Est-ce que ça vous arrive de manger sans faim, juste pour faire passer un petit quelque chose, une émotion, de vous réconforter avec la nourriture et ensuite de vous sentir coupable juste après? Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, créateur du podcast Dans la poire. Aujourd'hui, on va poser une vraie question. Manger pour se réconforter, est-ce que c'est grave? Je pose la question un peu de manière frontale, je mets les pieds dans le plat de résistance parce que ça me semble urgent de développer d'autres manières de faire quand on pense avoir trop mangé, mal mangé, mangé un aliment entre guillemets qu'il ne fallait pas manger ou qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas pu s'arrêter à temps. C'est une sorte de pattern que je rencontre fréquemment en consultation. Je mange un truc gras, salé, sucré parce que j'éprouve du stress, de la tristesse, de l'ennui, du spleen, peu importe, et je me réconforte avec la nourriture. Alors déjà, première étape, on va remettre les choses à leur place. Manger pour se réconforter, ce n'est pas un échec, ce n'est pas mal en soi, c'est une stratégie, une façon de faire face. Ça veut dire que le cerveau humain perçoit la nourriture à ce moment désagréable de votre vie, voire inconfortable, voire douloureux, bien entendu, comme le moyen le plus sûr et le plus efficace pour moins ressentir ce que vous êtes en train de ressentir, pour justement vous extraire du stress, de la tristesse, de l'ennui, du spleen qui vous traverse. Et dans certaines situations, c'est peut-être même ce qui vous a permis de tenir. Est-ce qu'on en parle de mon stage de dernière année de BTS diététique où je mangeais des frites chaque jour pour oublier qu'à 14 heures, je reprenais le service avec une tutrice harcelante? Bien sûr que non, on va pas en parler. De toute façon, c'est du passé, c'est complètement digéré cette affaire, c'est sûr. C'est sûr. Bon, donc non, ce n'est pas grave dans le sens d'un comportement pathologique, le fait de faire ça, c'est même plutôt humain, c'est même plutôt salvateur dans une société d'abondance, parce que le cerveau a trouvé une solution rapide là, tout de suite. Donc merci cher cerveau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait nous? Au lieu de remercier notre cerveau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se gronde, on le gronde le cerveau, on se gronde nous-mêmes en mode: «Ah, je suis nul, j'y arriverai jamais, ah encore une fois, j'ai recours à la nourriture, pas trouvé d'autres moyens. Ça aurait été mieux de craquer sur des pommes et des amandes plutôt que des biscuits ou alors ouais, il y a vraiment que la nourriture qui m'apaise autant, je suis coincé». Et au passage, ce qu'on fait, c'est qu'on remet du jugement, des critiques, voire de la morale sur notre comportement et ou sur l'aliment qui pourtant n'avait rien demandé. Bref, on se dit que c'est pas bien ce qu'on a fait, c'est même assez mal. Pourquoi? Ben, parce qu'on a peur de grossir, vu qu'on baigne dans une société grossophobe qui nous rappelle matin, midi et soir que c'est absolument pas bien d'être gros et c'est une question de volonté. Parce que le gras et le sucre sont diabolisés, surtout quand il s'agit d'aliments très transformés, en mode c'est ni fait ni à faire, faut surtout pas faire ça. Parce qu'on valorise les gens qui ont des objectifs et qui les atteignent, parce qu'on valorise aussi les gens qui ont de la volonté, à défaut qui ont de la discipline ou à défaut, s'ils n'ont pas de discipline, eh bien la capacité de se fouetter quand ils manquent de discipline. Ça y est, je m'énerve, je m'énerve, je m'énerve. Donc c'est logique de suivre ce modèle avec des énormes guillemets, et ce modèle de culture de la performance, ce «je dois réussir, sinon je suis nul», c'est pourtant celui qui est le moins adapté à la complexité et au fonctionnement de la psyché humaine. Et pourtant, c'est encore à ce jour le plus dominant. Et ce même modèle, je remets des guillemets, hein, dès qu'on parle d'écoute, d'attention à soi, d'intention vers soi, de bienveillance, méga gros mot, voire de compassion ou d'entraide, l'entraide qui nous a plus aidés à survivre en tant qu'espèce humaine plutôt que compétition, hein, c'est des travaux qui ont été réalisés là-dessus sur la coopération interespèces. Bref, ce même modèle-là de méritocratie alimentaire porté par certains coachs, certains managers toxiques et même parfois certains pros de santé, je les inclus dedans pour certains, certaines, eh bien, ce modèle-là, il nous dit que c'est de la câlinothérapie, si on s'écoute, c'est de la bisounourserie, parce qu'ils confondent écoute et excuse, parce qu'ils confondent accueil et laxisme, parce qu'ils confondent comprendre et justifier. Alors que ce qu'on pourrait entendre à ce moment-là de votre vie, si jamais vous vivez mal cette séquence, hein, bien sûr, il y en a plein qui la vivent très très bien, cette séquence, qui éprouve quelque chose de désagréable, de inconfortable, voire douloureux, et qui mange quelque chose de gras, salé, sucré, et puis qui se réconforte comme ça, qui passe à autre chose. Mais si vous la vivez mal, cette séquence, eh bien, dites-vous que vous avez fait ce que vous avez pu avec les ressources du moment. Et la question qui me semble importante, c'est pas comment j'arrête ça, c'est plutôt
qu'est-ce que j'essaye d'éviter ou d'apaiser quand je mange comme ça, quand je mange sur ce mode-là? Est-ce que c'est le trop-plein de sollicitations de mes enfants que j'aime, mais ils me sollicitent trop? Votre beau-père sexiste, qui saoule et votre conjoint qui dit rien? Le retour de votre fils ou de votre fille à la maison, alors que vous aviez pourtant pris l'habitude d'être seul, tranquille, le soir, jouissant de votre liberté d'adulte? Est-ce que c'est le fait de vous sentir coincé dans votre vie professionnelle, voire ennuyé, peut-être sur ces marchés de Noël où vous devez serrer des pognes, des politiques, des artisans, des commerçants? Peut-être que vous rognez sur vos pauses déjeuner, vous rognez sur vos temps de solitude, de contemplation, de silence ou votre yoga, qui sait? Donc c'est qu'est-ce que je cherche à éviter là quand je fais ça? Et quel est mon besoin là maintenant? De quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin d'être entendu, d'être compris, comprise, de pas être seul à devoir tout porter dans ce quotidien qui va vite? Est-ce que j'ai besoin de partager une incompréhension? Ou est-ce que j'ai besoin de mettre ce monde galopant sur pause 2 minutes, 2 heures, 2 jours, pourquoi pas? La prochaine fois que ça se passe là, cette séquence à ouais, j'ai trop mangé de biscuits, vous pouvez ressasser les choses en mode: «C'est nul ce que j'ai fait, c'est pas comme ça que je vais perdre du poids, je retarde le moment où je vais commencer à perdre du poids, les autres ont raison, je n'ai pas de volonté, de toute façon, moi avec la nourriture, j'ai toujours été comme ci, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été gourmande». Vous pouvez le faire, vous êtes libre et responsable, vous pouvez le faire, vous pouvez le refaire. Mais je vous invite aussi à observer, est-ce que ça vous aide sur le moyen, sur le long terme, à moins manger de biscuits? Vraiment, je vous invite à benchmarker ce comportement-là et à commencer à, ouais, le noter, quoi. Ouais. Je fais comme ça depuis 20 ans, mais est-ce que ça marche cette affaire ou ça marche pas? De 1 à 10. Est-ce que ça m'aide à trouver des solutions pérennes? Est-ce que ça m'aide à me connecter à mes besoins profonds? Parce que pour être honnête, j'ai un chouïa de kilométrage au compteur, en diététique et ce que j'observe, c'est que ça se passe souvent comme ça. Je bouffe les biscuits en deux-deux, je me réconforte vite fait et encore, pas super, mais l'instant d'après, voire dès la dégustation, je ressasse, je rumine, je suis bloqué sur mon autocritique, je jure qu'on m'y reprendra plus et je ferme les écoutilles, je contrôle, je tiens, je tiens, je tiens jusqu'à ce que je tienne plus et que je refasse la même chose. Et là, je me coince dans la spirale de l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, qu'est-ce que c'est en 2 mots? C'est un état psychologique qui se développe quand on a été confronté plusieurs fois à une situation désagréable ou douloureuse sans réussir à en changer l'issue et malgré ses efforts. Donc ça veut dire que à force, on finit par croire qu'on est impuissant, impuissante et qu'aucune action ne fera la différence. Donc on arrête petit à petit d'agir et on se résigne. Et là, ce qui se passe, c'est que le comportement, il persiste, non pas par gratification ou plaisir, mais parce que l'alternative semble inaccessible. Et le piège, c'est qu'à la fin, on finit par penser que le problème, c'est nous. Je dis nous parce que je m'inclus dedans, parce que ça m'est aussi arrivé de me dire: «Ah, c'est pas terrible ce que tu fais Charles avec, ce paquet de biscuits ou cette tablette de chocolat là, franchement à 22 heures, puis après tu vas pas dormir vraiment avec tout ce que tu sais en plus sur l'alimentation». Là, ah, c'est ni fait ni à faire ce que tu viens de faire là, tu viens de te flinguer tes 3 prochaines heures de sommeil là, franchement tu aurais pu faire autre chose. Petit humain parti trop tôt, le petit Charlie. Alors, ce que vous pouvez retenir de cet épisode un peu express, j'ai eu, l'idée, dimanche soir et je suis allé d'une traite en l'enregistrant d'une traite.
Manger pour se réconforter, c'est pas une faute, c'est une stratégie d'adaptation, c'est une stratégie d'adaptation, c'est une stratégie d'adaptation qui est souvent apprise avec d'autres expériences qu'on a eues dans notre vie. Elle est renforcée par, l'émotionnel, le social, le professionnel. Le problème, c'est pas le biscuit en soi, c'est ce qu'on se raconte après sur cette séquence biscuit qui finit par nous figer, en tout cas qui peut finir par nous figer dans quelque chose qui semble immuable. Ce sentiment que quoi qu'on fasse, on retombera toujours dans le même schéma. Alors ce schéma, il n'est pas figé évidemment, votre identité de mangeur ou de mangeuse, elle n'est pas figée, elle change avec le temps, elle évolue avec le temps, hein. Vous n'êtes pas le même mangeur, la même mangeuse qu'il y a 10 ans et pareil dans 10 ans aussi. Elle peut aussi changer grâce aux thérapies comportementales et cognitives, donc du comportement et des pensées bien sûr. En 2 mots, en consultation, on travaille à repérer les automatismes en mode: «Tiens, le biscuit, c'est ma solution unique». Comprendre les émotions et les besoins qui les déclenchent et surtout retrouver ce qu'on appelle une souplesse psychologique, une sorte de flexibilité qui permet de faire des choix plus alignés avec ses valeurs plutôt que sous la peur, sous l'injonction et noyé sous des tonnes de culpabilité. Voilà, si vous vous reconnaissez dans ce schéma, si vous avez l'impression de tourner en rond entre restriction, réconfort et culpabilité, je vous invite à prendre rendez-vous en consultation. On viendra décoder vos automatismes, identifier vos besoins réels et peut-être reconstruire une relation à l'alimentation un peu plus libre, plus cohérente, plus apaisée. En tout cas, je vous le souhaite. C'était tout pour cet épisode. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou YouTube. Si vous aussi vous vous sentez coincé, n'hésitez pas non plus si vous avez des questions. Je suis preneur de vos retours et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la poire. Je vous souhaite un bel appétit de vivre.